remercie à la CIF de m'avoir invité, de m'avoir proposé ce sujet sur lequel elle m'a laissé d'ailleurs assez libre, sur les logiques du corps en psychiatrie et la psychiatrie, c'est-à-dire ce qui nous touche de près, de loin, et sans pouvoir en saisir la totalité, naturellement. Mon abord sera volontairement anthropologique, plutôt du côté de l'anthropologie historique, en essayant de définir des logiques, ce qu'on appelle en anthropologie des topoi, du pluriel de topos, et en ayant évidemment l'ambition de ne pas pouvoir saisir la totalité, et donc de laisser de côté des corpus théoriques considérables qui feront l'objet de vos travaux durant ces journées. Je parais exemple donc la psychanalyse, mais aussi la psychosomatique, la psychomotricité, les techniques du corps et tout ce qui sert de médium entre le corps et l'esprit. J'ai donc choisi, comme vous le voyez, un abord anthropologique, et vous trouvez sur cette image la magnifique illustration de la chapelle San Brisio à Orvieto, de Signorelli, qui fit faire à Freud un lapsus célèbre, donc dans Psychopathologie de la vie quotidienne, mais surtout qui, dans les années 1500, préfaçait la chapelle Sixtine de Michel-Ange, qui s'en inspirait largement, pour vous montrer donc que avant même de choisir des logiques qui m'apparaissent, mais c'est personnel, comme prédominantes à une époque, majeures à une époque et qui peuvent devenir mineures par la suite et réapparaître, eh bien, il fallait encore que le corps s'invente. Il n'est pas naturel du tout de parler du corps. Ça n'apparaît qu'à la Renaissance. Vous avez devant vous, notamment, l'écorché vif de Vézal, le grand anatomiste et sans doute le fondateur de l'anatomie, qui était du Brabant, donc, et ce qui apparaîtra à chaque fois dans ce que je vais développer, c'est qu'il y a un parallèle entre les conceptions doctrinales et l'art. Et que l'art, comme la littérature, nous disait Freud, nous précède souvent. Précède ce que nous pouvons tirer donc des choses. Cet écorché, vous remarquerez que cet écorché vif de Vézal s'écorche lui-même et présente des oripeaux, sa peau, donc qu'il tend donc de la main droite. Ce qui veut dire que l'invention du corps dans les dissections anatomiques et l'art est un des fondements de la naissance de la pensée laïque, et que naturellement le corps anatomique et le corps dans l'art suivent le même chemin à la Renaissance, que ce soit chez Dürer, Léonard de Vinci ou les planches de Vézal. Tous pratiquent la dissection. Ils ont des difficultés parfois à le faire, et il faut qu'ils se rendent dans des endroits où il n'y a pas l'inquisition, comme à Padoue. Mais c'est très important, parce que ça va nous donner quand même un indice de ce que sera le corps par la suite, c'est-à-dire une reprise possible du réel devant des situations qui deviennent confuses. La Renaissance rompt avec la scolastique chrétienne, où le corps n'est que le reflet de l'âme ou le tombeau de l'âme. C'est ce qui lui donne cette place particulière de reprise régulière du réel dans les situations confuses, et nous en connaissons quelque chose maintenant. Le corps des Lumières, qui précède celui de, je dirais, de l'exercice de Pinel et de l'invention de Pinel, eh bien, c'est un corps empiriste. C'est-à-dire que Bacon, alors peut-être n'avait pas voulu le Novum Organum, mais Bacon était l'homme qu'admirait le plus Freud. Il pensait d'ailleurs que Bacon était en fait Shakespeare, et que c'était Bacon qui avait écrit.
toutes les œuvres de Shakespeare. Bacon a listé les idolas, c'est-à-dire les illusions qui entourent la démarche empiriste. La tribu, les habitudes, la place publique, le marché, mais aussi le spectacle, bien avant de bord. Non. Et cette marque est très importante dans l'esprit des Lumières, car elle sert à se défaire naturellement de la scolastique. Chez Pinel et Esquirol, les passions sont en fait les intempéries passionnelles d'un équilibre hippocratique. Pinel fréquente les idéologues de l'époque. Les idéologues sont Cabanis, Decius, Tracy. Mais c'est un homme qui est fondamentalement opposé à des explications frivoles, c'est-à-dire des explications qui dépasseraient la simple expérience, la simple rencontre avec un concret, c'est comme ça que je l'appelle, situationnel, juste après la Révolution. N'oubliez pas que Pinel a été garde national, qu'il a assisté à l'exécution de Louis XVI, il y était obligé, donc, et qu'à l'époque, donc, eh bien, il va essayer de se défaire ce qu'il appelle des frivolités, qui ne sont pas autre chose que les idolas de Bacon. Non. Il essaye de traiter ce congrès situationnel. Quel est-il? C'est la rencontre avec un malade, avec une allégorie qui est donnée, qui est celle de l'homme enchaîné. L'homme enchaîné non seulement dans, je veux dire, sa situation concrète, mais l'homme enchaîné par la situation historique qu'il traverse. Et c'est ce qui fait que c'est un concret philosophique que Pinel rencontre. Le traitement moral juge complètement inutile de connaître l'étiologie des troubles. Pinel s'en défait constamment, ça ne sert à rien. La raison même, et ça Garabé l'a montré, n'est jamais évoquée chez Pinel. Il ne dit pas qu'il rencontre l'aliéné ou l'insensé, je veux dire, au titre de la raison. Il le rencontre dans une rencontre concrète et tout à fait empiriste, en essayant d'en rester à ce qu'est les sentiments, l'acception, les émotions et les gestes pratiques. Et donc, la nosographie, il élabore une nosographie qui servira longtemps, mais cette nosographie ne prétend pas être un vademecum des traitements qu'il faudrait dire, et ni l'élaboration d'une doctrine. Il n'y a pas de doctrine chez Pinel. Non. Il y a des méfiances, surtout, sur ce qu'il a pu traverser des savoirs. Et de quoi se sert-il? Alors, une grande historienne de la psychiatrie, Jan Goldstein, a montré qu'en fait, le savoir, dans cette raison pratique, dans cette rencontre qu'il y avait avec l'aliéné, était celui des concierges des petites maisons. Alors, les petites maisons, c'était à Paris, un endroit où il y avait des chalets et où les familles riches envoyaient avec une lettre de cachet, mais à leurs propres dépenses, donc un de leurs parents fous. Et il y avait bien sûr un personnel qui s'occupait de ce parent fou, et Pinel s'est servi du savoir de ces concierges des petites maisons, donc dans sa pratique à Bicêtre et à Salpêtrière. La raison ensuite aura son propre destin, mais il faut retenir que dès l'instant où on emploie le terme raison, elle devient passionnelle. C'est-à-dire qu'on se trouve devant quelque chose d'assez monolithique, notamment chez Leray, vous savez, le grand spécialiste de la douche froide, ce qui lui sera beaucoup donc reproché par la suite. Donc il engage aussi les premiers pères aidants, qui sont des patients qu'il a guéris ou qui vont mieux. Les pères aidants datent de Pinel, oui. Ces petites maisons ne sont pas à confondre avec d'autres petites maisons qui sont souvent chez les littératures du XVIIIe employées et qui sont des folies à la périphérie de Paris où on cache des amours interdites ou passionnelles ou adultérines. Mais cette petite maison, ces chalets, résument un peu comme la folie qu'il peut y avoir à l'entrée des châteaux, l'endroit où on cache le parent malade et le parent fou. Le modèle anatomoclinique n'est pas celui de Pinel. Pinel a fait des dissections.
Il en a fait beaucoup même, et il a dit qu'il n'en retirait rien. Mais Bichat, qui est élève de Pinel, donc fonde la méthode anatomoclinique, il ouvre 600 cadavres en un seul hiver. La vie est l'ensemble, dit-il, des fonctions qui résistent à la mort, et la mort est un réel ultime qui est naturellement complètement, qui devient le centre, je dirais, de la réflexion sur le corps et du réel. Si je suis passé directement comme ça à Bichat, on pourrait passer aussi à à Laennec ou à d'autres fondateurs de la méthode, mais il faut retenir quand même que cette méthode s'appuie aussi sur le fait que le traitement moral disparaît du fait de son inefficacité et aussi des traitements passionnels qu'il engendre chez les aliénistes, et notamment Leray et Rey en Allemagne. Le traitement moral va ensuite se superposer avec les maladies, la prise en charge des maladies mentales dans le modèle asilaire, sous l'influence de Parchap dedans. Le modèle médical a été créé et il va rester, notamment dans la psychiatrie, sous l'écriture de la leçon première de Falleret. Les travaux de Lanthéry Laura ont beaucoup insisté là-dessus. C'est un homme qui, en 1850, fait passer le modèle médical avec sa démonstration, symptômes, syndromes, maladies, traitements, dans le modèle, comme on dirait, psychiatrique, avec un modèle pur, qui est celui de la folie circulaire, PMD ou trouble bipolaire, si vous voulez, donc maintenant, car ils n'ont pas beaucoup changé dans leur déroulement. Mais aussi, bien sûr, la dégénérescence, mais on va en parler. Donc, la paralysie générale existe, elle suit aussi un long chemin de démonstration du primat du cerveau, depuis Bell, qui est professeur de Laennec, et on considère souvent que c'est Bichat et Laennec qui ont créé vraiment la méthode anatomoclinique. Et donc la dégénérescence, comme ça, comme ce caput mortuum, comme on l'appelait, de la psychiatrie, va se construire sur cet échec du traitement moral et devient une justification politique pour pratiquement un demi-siècle. Et je suis gentil. Mais à un moment donné apparaissent doucement dans l'histoire de la psychiatrie des aberrations du corps. C'est-à-dire que le corps n'intervient pas là où on l'attendait. Par exemple, on décrit les analgésies. Alors on connaît, bien sûr, ce sont des symptômes cliniques qu'on connaît. On a pas mal alors qu'on le devrait. Michéa, Cotard le fera bien plus tard dedans, notamment dans les mélancolies. Ces gens qui se feront beaucoup de mal sans souffrir, sans la moindre souffrance. De l'autre côté, l'hypocondrie décrit le fait que le corps a mal alors qu'il ne le devrait pas. Qu'il n'y a rien qui indique qu'il devrait avoir mal. Et tout cela inaugure un peu cette démarche de la grande névrose qui va être la création de Charcot, c'est l'hystérie et une logique nouvelle qui est le corps paradoxal. Le corps des hystériques fixe avec Charcot un nouveau rapport à l'imaginaire. L'esprit et la science, nous a montré Catherine Bouchara dans un livre magnifique. C'est un corps théâtral, paradoxal. Il est dilaté du corps neurologique et des conceptions de Charcot, qui pense qu'il y a une dynamique cérébrale à venir qui va pouvoir expliquer donc l'hystérie, mais il crée un sensationnel charivari politique, car tous les politiques parlent d'hystérie, sociale, culturelle, anatomique. Ça devient l'hystérie est une hystérie de culture, comme l'a montré d'ailleurs Bernheim, qui critiquait beaucoup Charcot. Les modèles de Charcot, Blanche et Augustine, dont on a suivi l'histoire après, eh bien deviennent des pin-up médicales, nous dit Asved. C'est-à-dire qu'on essaye elles ont un tel succès dans la société elle-même, qu'elles servent comme modèle à une espèce de charivari qui va jusqu'à l'interpellation politique. Alors vous savez qu'elles auront des destinées différentes. Certaines, comme Blanche restera avec Charcot, puis gagnera Janet et mourra des rayons X. Alors que Jeanne Avril mourra dans la misère après avoir été une immense vedette du théâtre où elle exerçait seule.
Et ce qui est très important, c'est que à cette époque-là, la preuve scientifique, je veux dire, qui commençait à naître avec le microscope, la preuve scientifique est faite et positivée par la photographie. La photographie remplace le microscope chez Charcot. Et il crée le laboratoire de photographie de la Salpêtrière, qui donne lieu à des expositions, qui donne lieu donc, avec les magnifiques corps tordus d'Augustine et de Blanche, à un charivari sociétal, mais en pensant donc aussi qu'on laisse, par ces projections de l'image, le soin de créer un jury médiatique de la preuve scientifique. La preuve scientifique quitte le microscope pour devenir l'image. Et l'image diffuse auquel on adhère ou pas. Adore, et ce serait d'ailleurs aussi juste qu'adhère. Un petit mot quand même pour dire que la situation des patientes qui sont à la Salpêtrière est naturellement ambiguë. Elles ne sont pas nombreuses, elles sont une dizaine, hein, tout au plus, dedans, mais que ce sont des femmes qui parfois, au prix de leur hystérie, gagnent quelques jours de tranquillité dans leur vie, car ce sont des blanchisseuses, des femmes extrêmement pauvres, qui attendent un petit peu de réconfort ou échappent à la violence sociale en venant à la Salpêtrière. Charcot en était parfaitement, témoin. Même s'il avait de l'affection pour ses malades, avec une attitude vraiment très autoritaire, il était conscient de cette situation, tout comme il était conscient de la place du sexe dans la démonstration de l'hystérie à la Salpêtrière. Mais cette situation des femmes est très particulière. Elle a lieu, je ne pourrais pas le développer ici, donner lieu à un livre et puis à un film. Je n'ai pas vu le film, mais j'ai lu le livre de Jeanne Mas, Le bal des folles, que je trouve vraiment intéressant de fraîcheur et qui montre combien cette situation est ambiguë. Il s'agit là d'une femme plutôt de la bourgeoisie qui est traitée, mais il y a d'autres femmes qui traversent ce livre. Ces femmes viennent du peuple et essayent de trouver un peu de quiétude plutôt à la Salpêtrière, même si le prix c'est d'avoir des crises d'hystérie dedans et de montrer dans l'image et dans la photo ce qu'elles savent faire de leur corps dedans. Parallèlement à cela, il y a un concept entêtant qui est la dégénérescence. La dégénérescence, soyons clairs, à travers Buchet, les très catholiques Buchez, Cerise, Morel, est une laïcisation du péché originel. Je veux dire que c'est assez clair, d'ailleurs Morel le dit lui-même. Et elle impose un hygiénisme social qui va se développer jusque dans les années 40, ou qui se développe peut-être encore maintenant, dedans, comme œuvre de régénération darwiniste du péché originel des classes dangereuses et de ce qui commence à faire peur dans la société industrielle. Alors cette dégénérescence, elle est entamée par les découvertes scientifiques, et notamment la découverte pasteurienne. Mais il y a chez les aliénistes, et notamment chez les élèves de Charcot, eh bien, la tentation constamment de garder l'épithète dégénéré qui persistera jusque chez deux Clérambault, dont les certificats, j'en ai eu un en main, commençaient par dégénéré, point, suite, description des signes cliniques. Donc nous sommes dans une situation où, qu'est-ce que nous quittons? Nous quittons un formidable charivari politique dans lequel l'hystérie a eu un rôle moteur, avec Charcot au sommet de sa gloire, qui est une gloire mondaine, mais aussi mondiale, dedans, et parallèlement, la neurologie a fait son travail et a commencé à s'intéresser au corps, au schéma corporel proprioceptif, qui apparaît dans les années 1895 pour nous opter rapidement vers à la fois une définition anatomique, neurologique, puis psychologique, puis psychanalytique, et monter comme ça vers un corps présent, pensé, perçu, reconnu, parlé, désirant. Il y a comme ça une espèce de développement vers la psyché, des découvertes qui entourent entourent les découvertes scientifiques du corps propre,
dedans. Cette montée du corps propre est très importante, parce qu'elle est particulière. Lorsque Merleau-Ponty, qui s'y intéresse vraiment, et c'est là vraiment le propre de son œuvre, dans Phénoménologie de la perception, il est très isolé. Personne ne s'intéresse comme ça à ce qui pourrait être une philosophie du corps présent ou du corps social. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, on est dans des années où on est dans une démarche extrêmement psychique. C'est-à-dire qu'on ne peut réinterpréter le corps que comme outil de la psyché. Merleau-Ponty fait exactement la démarche inverse. Cette démarche de monter vers l'esprit, c'est la démarche de Hegel. C'est une démarche qui va animer Lacan, qui va animer d'autres auteurs dedans, mais Merleau-Ponty instaure quelque chose qui est exactement à l'envers de cela. Il fait du corps une présence sociale de lui-même, et il quitte la conception qui ferait du corps un outil de l'esprit. Et le carrefour de cela, naturellement, c'est le corps propre interoceptif de Vallon. Vous voyez que le sens de la posture, c'est 1895, à peu près. Le schéma corporel, l'image du corps, tout cela devient hegelien, une préfiguration de l'esprit ou de l'idée. J'ai résumé un peu la position, par exemple, de Lacan en 1860, la pulsion est le trésor des signifiants, et le corps, l'incarnation inconsciente du sujet désirant. C'est d'ailleurs ça, je pense, plutôt Dolto. Non. Mais il y a donc un passage de l'être vivant au niveau de son corps au par-l'être, pari historique d'une altérité commune, mais aussi oubli du corps propre, physiologique ou pathologique, dans un système fermé, ce qui a été bien expliqué par Godard dans l'information psychiatrique. Je passe sur l'anthropologie jacksonienne de Doridet. Donc toute cette période est une montée quand même du corps propre, chose qui était complètement ignorée, comment dire, auparavant. Et on va assister à partir des années 60, donc, à l'arrivée du corps spectacle, qui avait déjà été contenu dans l'hystérie de culture de la Salpêtrière, chez les patientes, chez Blanche Whitman ou chez Augustine, chez les patientes de Charcot, qui faisaient quand même des crises à la Charcot sur mesure, et sur commande. Vous connaissez les célèbres tableaux où Babinski soutient les Blanches devant Gilles de la Tourette. Je ne sais pas si c'est peut-être l'inverse d'ailleurs. Est née une notion qui avait déjà été appuyée par la philosophie, c'est la naissance du corps individu. Ce corps individu va monter vers dans l'histoire des idées comme une espèce de réalité qui va devenir une image. On a vu le rapport entre le corps et l'image à la Salpêtrière, où la véracité scientifique s'appuie sur l'image et sur la reproduction photographique. Eh bien, on va voir dans le corps qui naît un corps qui lui-même va devenir rapidement tout-puissant et entrer dans les arcanes du bonheurisme et les arcanes de la toute-puissance narcissique dedans. Le corps individu, c'est la doctrine du bien-être, c'est aussi, je vous ai cité, Rhonda Byrne et Sonichi Yamashita, qui sont très illustratifs il y a une dizaine d'années à peu près, quinzaine d'années. La maladie ne peut pas exister dans un corps qui nourrit des pensées harmonieuses. Là, le Covid a donné un sacré coup à sa affaire. Et les effets des radiations n'atteignent pas les gens heureux et rieurs. Sonichi Yamashita était le responsable de l'enquête sanitaire après la catastrophe de Fukushima. C'est vous dire quand même que cette espèce de puissance, de toute puissance, du bonheurisme, du bien-êtrisme, comme ça, et du corps heureux, et tout puissant, bien sûr, qui rejoint la notion de narcissisme en psychanalyse, était important. Le corps a donc pris une place particulière dans l'anthropologie sociale et dans l'anthropologie récente. J'en ai cité quelques exemples. Le corps du commun, ensemble, on s'aperçoit que les corps du commun peuvent avoir une force politique considérable.
Naturellement, le manifeste des 343 revendique un crime sur son corps propre, donc, et vous le connaissez ensuite, ses développements et l'aboutissement de la loi Veil. Act Up à la maison de Montreuil, à un moment donné, après le sida, dit c'est par notre corps que nous militons. C'est pas une revendication d'égalité ou de, comment dire, républicaine, de prendre soin, etc. C'est une revendication par l'existence du corps et d'un corps qui ne veut pas mourir. Et ensuite, vous avez mis la magnifique photo de Ina Shevchenko et de, comment dire, et des Femen. Cette photo est admirable parce qu'on a l'impression qu'ils ont tous posé, quoi. Bon, pour, comment dire, pour la faire et la rendre immortelle. Hein. Et la déclaration donc du manifeste des Femen, qui est due à Ina Shevchenko, le patriarcat qui contrôle nos chairs et oppresse nos esprits, a désormais trouvé dans nos corps nus et combattants le moyen de son anéantissement. Rude programme, vaste programme quand même, mais je veux dire, on ne se laisse pas. Et ces bras de la police qui enlacent, comment dire, Ina coiffée comme une jeune fille en fleurs proustienne, je trouve que c'est vraiment, comment dire, un tableau admirable. Donc dans cette montée du corps propre, cette montée du corps tout puissant et de ce corps qui attend doucement son évolution vers une mort tranquille ou méritée, notamment dans l'Alzheimer, eh bien, va se heurter au Covid, qui est une mort illégitime. C'est comme ça qu'est ressenti le Covid. C'est-à-dire, on ne doit pas mourir du Covid. On peut mourir de quelque chose qui a été prévu, que ce soit dans les astres ou dans la médecine, mais pas d'une épidémie qui vient absolument tout bouleverser et qui, en plus, nous amène le sentiment, comme le disait Ancionas, que l'espèce humaine peut être menacée au même titre que le reste de la biologie, de la Terre ou de je ne sais quoi. Il y a donc une espèce de retour du concret, ou du commun, je n'ai pas le temps de développer, à travers cette histoire de mort illégitime qui réintroduit le réel et la place du corps comme réel qui revient régulièrement dans l'histoire, au titre anthropologique. Et tout, là il y a quand même quelque chose, il y a des choses qui s'effondrent. Le bonheurisme, la définition de l'OMS du bien-être. C'est-à-dire que la santé, c'est aussi le bien-être. Tout ça devient totalement irréel et impalpable. Le bonheurisme de Rhonda Byrne ou de la psychologie positive, ça devient totalement impalpable devant cette montée comme ça d'une épidémie illégitime qui bouleverse les choses. Mais nous sommes devant un régime d'opinion et naturellement chacun va pouvoir se faire son opinion. Et on voit apparaître donc ce qu'on a appelé le complotisme, c'est-à-dire des identifications courtes, rapides, sur certains thèmes très partiels, où le corps est toujours présent. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que le corps est un retour régulier du réel. Pourquoi ? Parce que selon le terme de Vladimir Jankélévitch, la mort du corps est une gaffe pour tout système. Et il y a quelque chose, c'est comme l'enfant, vous savez, qui dit que le roi est nu dans les contes d'Andersen ou chez Tolstoï. C'est-à-dire que il y a une gaffe, il appelle ça même la gaffe hyperbolique dedans. Il y a quelque chose dans le corps qui à chaque fois nous rappelle ou nous fait, devant une situation confuse, essayer soit de tout jeter, soit de réécrire autre chose. La phrase de Lacan qui a été beaucoup employée ces derniers temps, le réel, c'est quand on se cogne, je la trouve extrêmement juste. Parce que quand on se cogne, on fait aïe, donc, et puis ensuite on essaye de comprendre et de mettre des mots sur ce que l'on vient de traverser. Le corps s'est émancipé du neuronal avec Charcot, il est monté vers la présence sociale à travers les différentes des œuvres, des champs immenses dans lesquels Vallon a eu une place centrale, il faut bien le dire. C'est à partir, même s'il le cache,
que les gens ont commencé à réfléchir à une présence différente du corps, c'est à partir de l'œuvre de Vallon. Dedans. Il est entré en politique comme un réel ultime, et donc il est... voilà, je vous remets, pour en terminer, ce combat qui est celui du jugement dernier à la chapelle San-Brizio, et qui mesure à peu près ce qu'on pourrait ressentir devant l'épidémie elle-même. Il s'agit du jugement des damnés, donc c'est pas très gai, mais c'est magnifique. Personnellement, vous voyez qu'il y a des chairs qui deviennent déjà mortes dedans. Il y a un combat entre les chairs vives et les chairs mortes. Les chairs mortes sont ceux des démons, la plupart du temps, dedans. Mais il y a quelque chose qui, je veux dire, précède Michel-Ange et la Renaissance, c'est 1500, c'est donc au tout début. Je trouve cette œuvre absolument magnifique. Je suis allé d'ailleurs la voir 3 fois et je vous encourage à aller la voir en Ombrie, bien que la chapelle et le dôme de San-Brizio soient toujours en travaux. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, j'ai essayé donc d'adopter une explication qui convient à mon caractère et peut-être qui ne conviendra pas au vôtre. Merci.